Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors chose promise, chose due. Donc je suis du côté de Neptune, donc de la plage de Neptune Village, et je dois dire que je suis impressionné, je suis épaté par le résultat, par ce que je suis en train de voir. Vous voyez, regardez, je vous fais un champ de vision panoramique, c'est impressionnant. Voilà, je m'attendais pas à ça, hein. On m'avait dit que la plage avait été refaite. On m'avait dit que des jeunes venaient jouer au foot, venaient se balader, etc. Je m'attendais pas à ça. Et franchement, je tire mon chapeau aux Hollandais. Alors je sais qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle les Hollandais, hein. Normalement le vrai terme c'est néerlandais, donc le Pays-Bas, hein, leur pays, les Pays-Bas. Et franchement, rien à redire. Voilà, ils maîtrisent, ce sont des pros. Et voilà, le résultat il est époustouflant. Voilà, donc Sali retrouve ses plages. Ça continue, hein, puisque maintenant c'est du côté de Niarniral, hein, qui continue à faire les plages. La seule chose, c'est ce que j'expliquais là avec 2-3 personnes que j'ai croisées en venant, et ce sont les touristes. Il nous manque plus que l'arrivée des touristes pour redémarrer une nouvelle saison. J'espère qu'à court terme, ou surtout à moyen terme, parce que je sais qu'il faudra quand même un peu de temps pour que les choses se rétablissent, nous pourrons retrouver les touristes ici. Voilà, écoutez, voilà sur ces quelques images. Je vais me diriger vers le bureau et puis je vais vous retrouver pour la suite de la vidéo. Sur ce, à tout de suite. Voilà, donc me voilà donc à plein sud, hein, vers mon bureau pour la suite de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite introduction et puis comme moi, que vous soyez agréablement surpris par la beauté du paysage et puis la qualité des travaux. Rien à redire. Franchement, respect pour les Néerlandais et effectivement, ils sont vraiment number one dans cette spécialisation pour la restauration des plages, la mise en place de digues et la protection, je dirais, des côtes, puisque chez eux, ils ont été confrontés à ça. La survie de leur pays dépendait justement de cette compétence-là. Voilà, donc dans cette deuxième partie de la vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de l'évolution du Covid ici, savoir pourquoi l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, s'est plantée dans ses pronostics les plus sombres. Pourquoi, avec des moyens beaucoup moindres, le Sénégal s'en sort mieux que d'autres pays, comme la France, comme l'Europe ou comme les États-Unis, etc. Donc on va essayer de parler de tout ça, toujours pareil, dans un format d'une dizaine de minutes. Et puis surtout, à la fin de la vidéo, je vous ai inclus une interview qui a été faite sur RFI avec un médecin sénégalais. Et je dirais que la pertinence des propos mérite d'être diffusée parce qu'effectivement, c'est placé sous un angle qui n'est pas suffisamment, je dirais, mis en valeur ou rendu plus visible, puisqu'il s'agit effectivement de la résilience de chacun, du système immunitaire. Effectivement, je pense que le système immunitaire doit être mis plus en valeur et expliquer pourquoi ici au Sénégal, on s'en tire mieux que les autres. Alors il faut savoir déjà qu'effectivement il y a quelques mois de ça, moi-même j'avais été concerné par ça, l'OMS nous avait balancé entre guillemets une multitude de messages alarmistes en nous demandant de nous préparer au pire, puisque une hécatombe était prévue sur le continent africain, puisqu'il nous parlait de milliers, voire même de millions de morts, et que malheureusement le continent serait dépassé par la pandémie du Covid-19. Moi-même, à l'époque, je vous avouerai que je m'inquiétais. Je m'étais imagé ça comme un tsunami. En fait, je me disais qu'en fait, un tsunami est en train de venir vers nous et que malheureusement, nous sommes un peu, je dirais, limités dans notre rayon d'action. Et que la seule chose sur laquelle nous pourrions compter, c'est sur nous-mêmes, la résilience, se débrouiller par nous-mêmes et puis faire face aux défis qui nous attendaient. Par chance, les pires pronostics ne se sont pas révélés. L'OMS s'est trompée. D'ailleurs, depuis, est revenu sur ses déclarations. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en souris, mais il n'y a pas lieu de sourire. Mais
Je crois que maintenant les messages alarmistes de l'OMS s'adressent plus à l'Europe et sur la période de l'hiver où ils annoncent une recrudescence et une augmentation des cas de Covid et donc malheureusement une augmentation des décès, des morts suite à cela. Nous, de notre côté, nous faisons avec. Alors, il y avait une autre émission que je voulais vous inclure, mais malheureusement la qualité de l'image n'était pas suffisamment bonne. En fait, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de jours, une organisation américaine a décerné, je dirais, ses félicitations et puis a mis en place un classement mondial des pays qui se débrouillaient le mieux par rapport à ce Covid-19. Et le Sénégal, à la grande surprise générale, est arrivé en deuxième position. Le premier pays, c'est la Nouvelle-Zélande, le deuxième pays, c'est le Sénégal et le troisième pays, c'était le Danemark. Donc ces trois pays, en fait, se sont dénotés de tout le reste par rapport à leur gestion du Covid-19. Je vous mettrai dans le descriptif, comme toujours, en complément des informations que je vous donne, je vous mettrai donc les liens, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Et donc en fait, ils interrogeaient donc un responsable sanitaire ici sénégalais, et pour expliquer un petit peu pourquoi le Sénégal se retrouvait en deuxième position. Alors il expliquait effectivement que le Sénégal en 2014 a été confronté à l'Ebola, l'épidémie de l'Ebola, que ça leur avait donné une sacrée expérience en la matière, effectivement. Je m'en souviens puisque j'étais là en 2014 et nous avions été confrontés à l'Ebola et c'est vrai que le Sénégal avait pris toutes les mesures qui s'imposaient. D'ailleurs, à l'époque, comble de malchance pour nous, je le rappelle, nous avions eu un seul cas officiellement, c'était un Guinéen de la Guinée-Conakry qui était venu clandestinement au Sénégal. Il avait été détecté positif par rapport à l'Ebola et à cause de lui, entre guillemets, nous nous étions retrouvés dans la liste rouge, dans la liste des pays marqués en rouge, comme quoi nous avions été contaminés par Ebola. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est vrai que le gouvernement avait été très réactif. Le Guinéen avait été soigné dans les hôpitaux, dans un hôpital de Dakar, soigné, ramené chez lui en Guinée-Conakry, je m'en souviens, par un avion spécial. Et l'avion n'avait même pas été autorisé à se poser sur le sol guinéen, si je me souviens bien. Le gouvernement guinéen avait refusé ça. J'avais trouvé ça pas très fair-play de leur part, alors que le Sénégal avait soigné un de ses ressortissants. Et depuis, après, suite à cela, nous n'avions pas eu d'autres cas. Donc effectivement, c'est vrai que le Sénégal, à ce niveau-là, a une expérience en la matière. Ensuite, dans le petit reportage, il parlait effectivement que des hôtels ont été réquisitionnés pour mettre en quarantaine les malades. Effectivement, c'est le cas. Beaucoup d'hôtels qui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes, ont été réquisitionnés et donc devaient justement assurer la quarantaine. Alors ça a duré un laps de temps assez limité parce qu'il s'est avéré qu'au bout d'un moment, ça devenait ingérable. Les hôteliers se plaignaient aussi malheureusement que les gens qui étaient mis en quarantaine n'appliquaient pas à la lettre les consignes sanitaires et donc ça a été arrêté. Donc c'est vrai que cette mesure n'a pas continué. Ensuite, il y a eu aussi, il faut le mettre en avant, des jeunes étudiants, je crois en Polytechnique, qui ont réussi à mettre en place des respirateurs artificiels, à créer, concevoir des respirateurs artificiels, je dirais, à faible coût. Donc ça a pu aussi aider certains hôpitaux justement pour soigner les plus graves, les malades les plus graves. Donc voilà, il y a eu une accumulation d'initiatives, aussi bien individuelles que sur le plan politique ou gouvernemental, qui ont fait que le Sénégal s'en tire bien. Je rappelle que nous avons chaque jour un bilan par des chiffres, par des statistiques. Alors je l'ai dit, c'est vrai que ce bilan qu'on nous donne chaque semaine ou chaque jour, pour moi c'est un baromètre. Il ne peut pas refléter la réalité réelle parce que beaucoup de gens ne sont pas testés, beaucoup de gens sont asymptomatiques, donc c'est une indication. Mais c'est vrai que nous avons quand même des informations qui nous sont données régulièrement. Et ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que en fait, à l'heure d'aujourd'hui, surtout, je dirais qu'on applique ce que nous avait demandé le président Macky Sall, c'est-à-dire de composer, de vivre avec le virus. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça la différence avec d'autres pays, c'est que nous devons composer, nous devons vivre avec ce virus-là, parce que la priorité est ailleurs, la priorité est économique, et que c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, les discothèques, les bars vont bientôt, je crois, être autorisés à réouvrir.
Il faut savoir que le Magal de Touba, qui est prévu début octobre, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande fête religieuse dans la ville de Touba. Et là, des centaines, voire des milliers de personnes vont être réunies. Donc vous imaginez si ce genre de choses était appliqué dans d'autres pays, mais ça serait une hécatombe. Il y aurait un taux de contagion, enfin de contamination hyper élevé. Ici, c'est une cérémonie qui ne peut pas être évitée, parce que voilà, vous savez bien que le religieux est très influent et très présent ici au Sénégal. Donc cette fête va se faire. Les gens essaieront de respecter les gestes barrières, la distanciation, etc. Mais il n'empêche que début octobre à Touba, énormément de gens vont se réunir. Alors comment se fait-il qu'avec tout ça, que le fait qu'on vive, on compose avec le virus, que des cérémonies ou des rassemblements religieux continuent à être faits, que nous avions eu non pas de confinement, mais comment dire, un couvre-feu de 23h à 6h du matin. Donc est-ce que c'était performant? Je n'en sais pas. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, nous n'ayons pas plus de cas de décès, nous n'ayons pas plus de cas de contagion, etc. En fait, c'est ce que vous allez écouter dans la petite vidéo que je vous ai mis donc de RFI. C'est que je pense, et c'est ce que pense également, enfin c'est ce que pense avec plus de compétences médicales le médecin qui a été interrogé, c'est que les gens sont beaucoup plus robustes ici. Que du fait qu'ils ont été déjà confrontés à d'autres maladies, ils parlent même de corona, d'autres corona, d'autres formes de corona. Et le fait que les gens ont été confrontés à ce genre de virus, ils ont développé dans leur système immunitaire des anticorps. Et ça fait que je pense, et c'est ce qu'il dit aussi, que également beaucoup de gens ont certainement contracté le virus, mais n'ont pas, je dirais, développé les symptômes ou n'ont pas développé la maladie. Je pense, même moi, je vous le dis honnêtement, je ne pense que peut-être j'ai été confronté au Covid-19, mais que mon système immunitaire l'a combattu et l'a détruit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas de test? Le test est cher ici au Sénégal. Il faut savoir qu'il est de l'ordre de 40 000 francs CFA, c'est-à-dire environ 60 €. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de le faire. Moi, je n'ai pas et je ne vois pas l'opportunité de faire un test chaque mois. Je me dis que les dépenses doivent être ailleurs. La seule chose que je m'impose, c'est effectivement d'éviter des contacts avec des personnes malades ou des personnes âgées. Non pas parce que j'ai peur d'être contaminé, mais surtout plutôt l'inverse, c'est que j'ai peur et je veux éviter de les contaminer si moi-même je suis un porteur asymptomatique. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. En fait, c'est ça, c'est que je pense que le Sénégal s'en sort mieux parce que la population est beaucoup plus robuste physiquement et que le système immunitaire ici, en fait, les systèmes immunitaires des gens sont aguerris. Et je pense que c'est ce qui vous manque en Europe, malheureusement, et que quelles que soient les mesures que les gouvernements pourront prendre, plus de distanciation, fermeture des bars à 23h, c'est ce que je vois là du côté de Marseille, interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, plus vous rentrerez là-dedans, mais ça ne résoudra pas le problème, c'est-à-dire la vulnérabilité individuelle des gens, parce que malheureusement, le fait de vivre dans une société qui est de plus en plus aseptisée fait que vous êtes vulnérabilisé. Voilà, ça c'est mon humble avis à moi en tant qu'individu. Alors les gens qui me regardent, je dirais ceci, si vous êtes jeune, si vous êtes en pleine santé, peut-être, je dirais, formater votre esprit pour vous dire, les virus, on ne peut pas les détruire à 100%, on est obligé de vivre avec. Essayez d'être moins dans cette logique de la peur du virus et peut-être de mieux confronter vos organismes à ça. Je rappelle que quand je suis venu au Sénégal, je me suis obligé à boire l'eau du robinet. Alors les premiers mois, j'ai été malade, mais au bout d'un moment, l'organisme s'est adapté. Donc ce que je vous dirais, c'est ça, c'est qu'à un moment, confrontez votre organisme, à peut-être un peu moins d'hygiène, vous dire, écoutez, il y a peut-être des virus, et c'est pas grave, mon organisme s'adaptera. Par contre, pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, il est clair qu'il ne faut pas suivre ce conseil-là. Quant à vous, effectivement, continuez à vous protéger. Et effectivement, je ne vous conseille pas de venir au Sénégal si vous êtes d'un certain âge, parce que vous risquez ici d'être confronté à beaucoup de gens qui ont eu ou qui ont le corona, mais qui sont asymptomatiques. Voilà. Quant aux jeunes, si vous avez un projet pour venir ici au Sénégal, venez, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui ont un lien d'attache avec le Sénégal peuvent venir. Donc si vous voulez, mettre en place ou créer une entreprise ici, faites-le, expliquez ça au consulat sénégalais, expliquez-leur que vous venez pour investir,
pour créer de l'emploi, pour créer une affaire. Et je pense qu'ils seront sensibles à ce genre d'arguments et vous laisseront et vous délivreront certainement un laissez-passer pour venir au Sénégal. Voilà. Dernière chose, je reviens à ce que je vous ai filmé tout à l'heure, les plages, effectivement. C'est ce que je déplore un petit peu, c'est que malheureusement le Sénégal a tendance à payer pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons perdu le Paris-Dakar. Il y a quelques gouttes qui tombent. Nous n'avons plus le Paris-Dakar, alors que c'était quand même une vitrine pour le Sénégal. Et nous ne l'avons pas perdu à cause de nous, nous l'avons perdu à cause de l'instabilité régionale. Au Mali, en Mauritanie, les risques d'attaques djihadistes ont fait qu'il n'y a plus de Paris-Dakar. Là, nous subissons en quelque sorte les contre-coups de la pandémie, c'est-à-dire que nous côtoyons le virus, nous vivons avec, nous nous habituons avec lui, mais malheureusement, nous sommes tributaires de l'ambiance générale, de l'économie mondiale, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de touristes, très très peu, et ça se ressent dans la vie de tous les jours ici chez les Sénégalais. Voilà, je dirais que c'est un peu ce que je regrette pour le Sénégal, c'est que souvent, malheureusement, il subit un peu les contre-coups indirectement de choses qui ne dépendent pas de lui, et c'est ce qui me désole un petit peu. J'espère que dans les prochains mois, les touristes pourront revenir et surtout bénéficier et profiter des magnifiques plages qui sont en train de se mettre en place. Voilà, je veux rester sur une note d'optimiste, vous me connaissez, je suis réaliste, j'aime bien vous parler de manière franche, de manière d'éviter absolument la langue de bois, ce genre de choses, vous dire les choses clairement, mais je reste fondamentalement optimiste et c'est ce que je me dis. Certainement demain sera mieux qu'hier. En tout cas, prenez soin de vous, bonne continuation et puis à très bientôt. Et surtout, je vous encourage vivement à écouter les quelques minutes de l'interview de RFI qui suit tout de suite après ça. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao. Merci. Docteur Massamba Sassoum Diop, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous confirmez que l'Afrique subsaharienne est beaucoup moins touchée par le Covid que d'autres continents ? Oui, et justement, particulièrement l'Afrique subsaharienne qui a, lorsqu'on prend un petit peu les chiffres ramenés à la population, on a l'impression qu'on a quasiment un facteur 100 en termes d'amoindrissement, en fait surtout de la mortalité. Qu'est-ce que vous appelez un facteur 100 ? C'est-à-dire que lorsque l'on prend, par exemple, la population du Sénégal, 16 millions d'habitants, et qu'on se met sur le modèle de Wuhan. En Chine, si nous nous projetons de cette façon-là, et on l'a retrouvé un petit peu partout, on aurait dû avoir 1,6 million comme personnes touchées, et on aurait dû avoir près de 8 000 personnes en réanimation et 4 000 décès. Ça veut dire qu'on aurait dû être sur des chiffres de plusieurs dizaines de milliers de morts, alors qu'aujourd'hui, nous arrivons tout juste à 300 décès. Ce qui veut dire que dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, il y a 100 fois moins de morts que dans les pays européens ou en Chine, c'est ça ? Exactement, ramené à la population, et il faut comprendre qu'en plus, nous n'avons pas confiné, alors qu'en Europe, il y a eu un confinement. Et alors qu'il y a eu, dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, de grands rassemblements populaires à l'occasion, par exemple, de la fête de la Tabaski ? Alors, la fête de la Tabaski, qui a eu lieu donc en début août, tout le monde craignait qu'il y ait une très forte augmentation. Or, on a eu une augmentation effectivement, dans 15 jours qui ont suivi, du nombre de cas graves et du nombre de décès, une répartition sur l'ensemble du territoire, mais qui n'a pas été si importante que ça, et surtout, le nombre de cas graves et le nombre de décès, depuis un peu plus d'un mois, descend extrêmement rapidement. Et c'est probablement lié au fait que le virus s'est retrouvé au contact d'une population qui est déjà immunisée en nombre assez important, ce qui effectivement est vraiment très en faveur d'une forme en tout cas d'immunité collective. Peut-être que l'Afrique va démontrer cette immunité collective. Nous, on constate dans nos statistiques au niveau des SOS qu'il y a 3 épidémies de grippe, et dont 2, celle de mai-juin et celle de septembre, liées à l'utilisation des climatiseurs, et ensuite on a cet effet un peu chaud-froid, rhinite et rhinite éventuellement allergique, qui fait rentrer dans le rhinopharynx un virus, et entre autres, quand vous discutez avec l'Institut Pasteur,
plus de 70% de ces virus sont des coronavirus. Ça veut dire que finalement, nous avons 2 grandes périodes de l'année où circule du coronavirus en Afrique aujourd'hui, et entre autres, par exemple, au Sénégal. C'est le fait d'habiter en Afrique qui semble protéger l'ensemble des communautés qui y habitent. Est-ce à dire qu'avec les 3 grippes saisonnières qui arrivent tous les ans en Afrique, notamment je crois en janvier, en mai et en septembre, eh bien, il y a des coronavirus qui circulent sur le continent depuis des années et qui créent une immunité collective? Exactement. C'est-à-dire que celle de janvier, c'est la grippe classique. Mais mai, juin et septembre, selon les biologistes, c'est effectivement des coronavirus. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Voulez-vous dire que les habitants du continent africain sont confrontés au coronavirus depuis des années et peut-être sans le savoir? Exactement, c'est une évidence aujourd'hui, on peut le prouver même sur le plan biologique, mais la chose est de savoir, est-ce qu'il n'y a que le continent africain qui est dans ce cadre-là? On peut se poser des questions sur l'Inde, qui a quand même un facteur 10 par rapport à l'Europe, non pas un facteur 100, mais un facteur 10. Mais oui, tout à fait. Mais ce n'est peut-être pas le même coronavirus que le fameux Covid-19. Oui, c'est exactement ça. Il ne s'agit pas du Covid-19, il s'agit de 4 autres sérotypes qui circulent dans la population. Et qui permettent aux personnes habitant en Afrique d'être peut-être immunisées alors. Avec effectivement la discussion de cette immunité croisée, elle a été évoquée pour les enfants. Ce sont des pistes de recherche. Ce ne sont pas des affirmations que je suis en train de faire. Il faut toujours rester modeste. Devant ce constat, il faut qu'on trouve les raisons. Qu'est-ce que vous appelez une immunité croisée? C'est-à-dire qu'en fait, les anticorps développés pour lutter contre les autres types de coronavirus permettent aussi de neutraliser le Covid-19. Alors il y a des exceptions malgré tout, docteur. C'est notamment l'Afrique du Sud où 15 000 personnes sont décédées depuis le mois de mars dernier pour une population de plus de 50 millions d'habitants. Oui, alors l'Afrique du Sud est rentrée dans l'hiver et c'est probablement ce qui a permis une plus grande progression de la maladie. Il y a 2 fois moins de morts en Afrique du Sud qu'en France, mais il y a quand même beaucoup de morts. Oui, complètement. Donc, quel est l'élément en Afrique du Sud? Est-ce que c'est le fait qu'on était en hiver, donc le fait d'avoir des écarts de température chaud-froid qui permettent au virus de rentrer plus facilement au niveau du rhinopharynx? Et on l'a vu lorsqu'on a eu des clusters dans les boucheries industrielles. En Chine, en France, en Allemagne, au printemps, les clusters étaient dans ces abattoirs qui étaient aux alentours de 8 degrés. Et donc, ça prouve bien que le virus aime l'écart de température, aller du chaud au froid ou aller du froid au chaud, pour probablement pénétrer au niveau de la muqueuse, au niveau du rhinopharynx. Mais ce n'est qu'une hypothèse encore. Massamba Sassoum Diop, merci.